Bonjour à tous, voici une petite capsule vidéo afin de terminer notre dernier chapitre d'histoire de l'année de 5e. Et aujourd'hui, nous allons insister sur deux notions que nous avons survolées jusque-là, la notion de monarchie absolue et la notion de société d'Ancien Régime. Tout au long de cette vidéo, des textes en bleu vont apparaître. Ce sont ces textes en bleu que vous recopierez en tant que leçon dans votre classeur. Alors, commençons. Tout au long de notre dernier chapitre, nous avons réfléchi à qui commandait la France. Nous avons parlé de François Ier, nous avons parlé d'Henri IV et nous avons parlé de Louis XIV. Vont succéder à Louis XIV, Louis XV, Louis XVI et l'année prochaine en 4e, vous étudierez ce qui arrivera à Louis XVI. Il y a une petite faute ici, vous corrigerez, hein, c'est pas Louis XV, c'est Louis XVI. Alors, ces personnages, on les appelle des rois. Et comme la France est commandée par des rois, on peut dire que la France est une monarchie. Donc, vous recopierez ce texte dans votre classeur. Vous pourrez également recopier ce petit schéma qui simplifie, qui résume assez bien la situation. Donc, à la tête du peuple français, qu'on appelle les sujets, il y a le roi. Au début de son règne, on en a déjà parlé, le roi reçoit des insignes lors d'une cérémonie religieuse qui s'appelle le sacre. Donc selon les Français, le roi reçoit ses pouvoirs de Dieu, il est donc roi de droit divin, que l'on peut symboliser également de cette manière. C'est quelque part Dieu, par l'intermédiaire d'un évêque, qui dépose la couronne de roi sur la tête du roi. On pourrait dire qu'il le choisit. Vous avez étudié en histoire des arts ce tableau, c'est-à-dire Louis XIV en costume de sacre par Hyacinthe Rigaud. On va pouvoir reprendre quelques éléments de cette étude d'histoire des arts pour comprendre quels sont les pouvoirs du roi. Donc le jour du sacre, il reçoit des objets et ces objets symbolisent un certain nombre de pouvoirs. L'épée, par exemple, rappelle que le roi est le premier défenseur du royaume. La couronne rappelle qu'il a le pouvoir politique. Le sceptre également. La main de justice, puisque c'est le premier juge du royaume, etc. Donc on va tout simplement dire que le roi a tous les pouvoirs, faire les lois, commander l'armée, rendre la justice, il gouverne seul. Ceci est une définition assez simple de ce qu'est la monarchie absolue. Notion très importante à retenir pour votre rentrée en classe de 4e. Donc en résumé, Dieu choisit le roi et le roi gouverne, il commande seul à ses sujets, c'est la monarchie absolue. Une deuxième notion qu'on avait déjà vue à propos du Moyen-Âge, on s'était demandé comment est organisée la société, et bien on va retrouver l'organisation de cette société qu'on appelle la société d'Ancien Régime en 3 ordres. Alors, vous avez d'abord le clergé, qui correspond aux oratores du Moyen-Âge, c'est-à-dire les hommes d'église, ce sont ceux qui prient, qui encadrent les croyants. Ils représentent environ 1% de la population. Ensuite, vous avez la noblesse. Ça correspond aux bellatores du Moyen-Âge, ils représentent environ 2% de la population. La noblesse, son rôle premier, normalement, est de défendre le pays. C'est pour ça que la noblesse a le droit de porter l'épée. Vous avez ici un exemple d'intérieur d'un membre de la noblesse. Vous êtes dans la famille du duc de Penthièvre en 1768. Enfin, vous avez le tiers-état qui représente 97% de la population et qui, en fait, travaille. Ce sont les bourgeois, les commerçants, les artisans, les paysans. Voici l'intérieur d'une famille bourgeoise. Alors la bourgeoisie, c'est la partie la plus riche du tiers-état. Ce sont les grands commerçants, les armateurs, les banquiers, les avocats, les médecins. Ils vivent un petit peu sur le modèle de la noblesse, mais n'en ont pas les privilèges. Le reste de la population est plutôt pauvre, composé d'ouvriers, de domestiques ou de paysans. D'ailleurs, 70% de la population vit de l'agriculture. Et là, vous avez un intérieur plutôt pauvre qui symbolise la misère du peuple à cette époque.
En résumé, donc, la société est divisée en 3 ordres. Ici, le clergé, la noblesse, le tiers-état. On retrouve ces 3 ordres dans cette gravure, mais qui est un petit peu particulière, puisque vous voyez que nous avons le paysan, qu'on reconnaît par exemple à ses sabots et à son instrument d'agriculture ici. Le paysan supporte en quelque sorte sur son dos le clergé et la noblesse. Pourquoi cette gravure? Eh bien, tout simplement parce que, à cette époque, le clergé ne paie pas d'impôt. Le clergé reçoit d'ailleurs un impôt qui est la dîme. De même, la noblesse ne paie pas d'impôt. Les postes les plus importants d'ailleurs de l'administration et de l'armée lui sont réservés. Et il bénéficie de certains privilèges qu'on appelle les droits seigneuriaux, comme par exemple les corvées ou le droit de chasse. Et finalement, le seul ordre de la société d'Ancien Régime qui paie des impôts, eh bien, c'est le tiers-état. C'est donc bien le tiers-état qui supporte finalement les 2 autres ordres et qui les fait vivre en quelque sorte. Donc le tiers-état ne paie les impôts, et doit payer les redevances aux seigneurs et payer la dîme au clergé. En résumé, la société d'Ancien Régime, on peut dire qu'elle est très inégalitaire. La minorité de la population, c'est-à-dire la noblesse et le clergé, sont privilégiés, alors que la majorité de la population, c'est-à-dire le tiers-état, est exclue du pouvoir et supporte les impôts. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ces 2 notions. Je vous dis au revoir.